Avant l'orage, le ciel est toujours d'un bleu azur. Il fait souvent très chaud. Avant l'orage, il y a toujours un grondement annonciateur. Moi, c'est Camille Etienne, je suis une jeune activiste pour le climat de 24 ans. J'utilise dans mon activisme à la fois les méthodes traditionnelles de mobilisation sur le terrain, puis à travers l'art aussi un peu, en réalisant des films, en écrivant. Tout ce que je sais faire et tout ce qui m'arrive et ce qui m'entoure au service de cette urgence écologique et sociale. Vous écoutez Wabi, une série documentaire qui explore la conscience des femmes et des hommes qui protègent la Terre, par Émilie Vidot et Massif. Donc ton premier documentaire, Pourquoi on se bat, c'est un peu la première fois que tu te racontes de l'intérieur. Complètement, c'est pas un documentaire sur moi. Je raconte un petit peu de mon histoire, en tout cas, je raconte une histoire à travers mes yeux, c'est surtout ça. Plutôt que de me raconter moi, je raconte de là d'où je suis, depuis qui je suis. Donc on est parti en Islande en voilier, passé un mois sur le plus vaste glacier d'Europe avec des glaciologues. On a rencontré plein de scientifiques, plein de personnes qui ont vécu dans leur chair les conséquences du dérèglement climatique, plein de personnes qui viscéralement se battent aussi. Et on raconte ça depuis nos yeux. Donc c'est à la fois ce symbole-là qu'on a envie de transmettre à travers l'écran, parce que tout le monde ne peut pas avoir la chance de partir de moi en bateau pour aller en Islande. Bien sûr, c'est un grand privilège, donc on essaie de le transmettre. Et aussi mon origine de mon engagement, qui est aussi lié aux glaces, parce que j'ai grandi dans un glacier. Enfin, dans un glacier, non, mais à côté d'un glacier, vers les Arcs, la Plagne. Et donc, mon origine vient aussi de ça, de voir ce qu'on appelait des neiges éternelles, que mes grands-mères avaient vu aussi avant moi, de voir que ces endroits perdaient leur blancheur. Ça a fait naître cette chose irrémédiable, je dirais. Et pourquoi c'était important pour toi de revenir à la source de ton combat ? Oui, en fait, pourquoi on se bat, c'est à la fois, on reprend le symbole cliché les glaciers fondent, voilà. Est-ce que vraiment on va apprendre à des gens que la glace fond ? Et en même temps, vraiment, c'était ce symbole de dire, même ça, en fait, on peut avoir une connaissance vague, rationnelle, cérébrale, mais quand on est dans notre chair, et c'est ce qu'on essaie de transmettre à travers ce documentaire, et en fait, on pose la question aux scientifiques aussi de ce qu'ils ressentent. Et on a pris du temps de passer avec eux plusieurs jours sur le moment. C'était pas une interview d'1 heure comme ça, à la va-vite. Et quand nous, on a été dans cette langue de glacier qu'on a vue, qu'on était avec Thomas, un glaciologue, où il m'a dit, tu es né en 98, regarde, voilà, on va s'arrêter, on a arrêté la voiture ici, et on a marché jusqu'au glacier. Il dit, en 98, la glace recouvrait nos têtes, et puis on a marché pendant plusieurs et interminables minutes, et en fait, ça m'a bouleversée. En 1 an, le glacier avait reculé de 300 mètres. Et ça, je le sais rationnellement, on sait, j'apprends ça à personne. Et en même temps, d'être là, de ressentir, de voir la rapidité avec laquelle nous, misérables humains, on arrivait à menacer cette chose qui me semblait grande, immuable, puissante, ça m'a amené dans un endroit que je n'oublierai jamais, qui fait que, quand je doute, j'ai cette chose-là qui rend tout évident. Et quand tu dis ça m'a fait visiter un endroit que je n'oublierai jamais, tu fais un geste presque vers ton cœur, tu vois, comme s'il y avait quelque chose d'intérieur que tu avais visité. Est-ce que ça veut dire que tu as découvert aussi un nouveau paysage à l'intérieur de toi ? Oui et non, c'est-à-dire que j'intellectualise assez peu cette intériorité. Moi, dans ce que j'ai eu dans mon parcours, en lien avec ce qu'on peut appeler développement personnel ou la connaissance de soi plus largement, dans les personnes qui m'entouraient, dans ce que j'ai vu, j'ai eu surtout le côté très capitaliste du développement personnel. L'idée de dire, si tu vas pas bien, c'est ta faute, souris à la vie. Enfin, toutes ces injonctions à aller bien, ces injonctions à être une meilleure version de soi, ces injonctions qui, pour moi, ne prenaient absolument pas en compte la réalité financière des gens, la dureté sociale et la violence sociale du monde dans lequel on vit, et qui individualisait une vie qui, pour moi, est par essence collective. Pour moi, on n'existe que... En tout cas, moi, je n'existe que pour l'autre et par l'autre, mais de manière très saine. J'existe pas dans le regard de l'autre seulement, mais c'est quelque part ma vérité. C'est-à-dire que ma vérité, moi, c'est là. Vraiment, je vis pour le collectif, je vis pour quelque chose qui n'est pas comme moi et avec qui je vais créer une connaissance du monde, quoi. Et ça, je trouve ça fascinant, je trouve ça bouleversant, j'ai une empathie énorme pour ce qui est en dehors de moi. Et donc, je milite éminemment pour les autres vivants, humains, non humains, peu importe, mais parce que quelque part, c'est moi.
Donc j'ai toujours eu cette chose très collective en moi. Et du coup, j'ai mis du temps à me rendre compte qu'en fait, il y avait aussi tout un pan beaucoup plus sain et extrêmement puissant et extrêmement intéressant à aller creuser sur cette question d'intériorité. J'ai mis longtemps à comprendre qu'en effet, derrière cette question d'écologie intérieure et tout ça, il pouvait y avoir des choses qui me permettaient de gagner du temps, finalement. Alors tu sais, il y a aussi ce truc où je me dis que si on ne sait pas qui on est, finalement on n'arrive pas à prendre soin de soi. Et donc si on n'arrive pas à prendre soin de soi parce qu'on ne sait pas qui on est, parce qu'on s'ignore, comment est-ce qu'on peut prendre soin des autres et comment est-ce qu'on peut prendre soin de la planète ? J'entends complètement, et en même temps, je suis pas sûre qu'on doit attendre de savoir qui on est pour commencer à connaître le monde et à y trouver une place qui soit juste. Je pense que c'est une dialectique. De la même manière que je combine l'apprentissage des connaissances scientifiques, par exemple sur le dérèglement climatique, et l'action concrète, les deux s'auto-alimentent, elles grandissent ensemble. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que j'imagine, en tout cas moi, comment ça s'est passé pour moi, c'est que en me réalisant dans le monde, en aimant les autres, en m'engageant dans ces combats-là, ça m'apprend aussi énormément sur moi. Et donc j'arrive à me connaître parce que je vais de plus en plus dans mes choix, dans ce que je veux faire des choses qui me révèlent quelque part. Mais t'as eu des crises, t'as eu des moments un peu de crise existentielle où tu te disais qui suis-je, pourquoi est-ce que je suis dans le monde, quel est mon rôle, quelle est ma mission. Et ça, c'est très bizarre. Soit ça va m'arriver, je vais faire la crise de la quarantaine, et je ne sais pas. Mais non. Ou de la trentaine. Ou de la trentaine, ou de la 25aine. Hein. Et non. Mais parce que j'ai eu cette chance d'avoir des parents qui nous ont élevés dans une grande liberté. Et j'ai eu très peu d'injonctions. Alors, ce qui n'est pas du tout pratique parce qu'on n'est pas du tout, dans ce cas, formaté pour ce monde-là. Hein. Donc, ça permet une violence aussi qui fait que parfois, j'ai du mal avec les cadres. En fait, je ne peux pas faire quelque chose que je ne comprends pas. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est qu'en fait, dans cette liberté-là, eh bien, du coup, j'ai pas eu vraiment l'impression de m'embarquer dans des chemins qui n'étaient pas les miens. Mais c'est pour ça que je pense que j'ai pas cette crise existentielle parce que je me suis pas menti à moi-même très longtemps. En fait, je sais pas le faire. On a été élevés pas dans le mensonge, mais pour des choses très concrètes. Par exemple, je sais pas, on n'a jamais cru à la petite souris, de pas trop croire au Père Noël, regardez. Et on pourrait dire que c'est hyper triste, mais en fait, c'est quelque chose d'assez beau parce que du coup, on a appris à avoir la magie du monde ailleurs et dans le réel. Et donc, j'ai pas eu cette désillusion-là de me dire merde, on vit dans un espèce de mensonge qui nous arrange bien, qui est trop beau, mais qui est un peu faux et c'est trop triste. Moi, je sais pas ça, on a appris à avoir une lucidité sur le monde. Et c'est quoi la magie, par exemple Mais c'est la magie de voir, de tomber amoureuse, de voir, c'est des moments où on est bouleversé par une musique, des moments où on est bouleversé par un paysage, par des moments euphoriques un peu hors du temps, d'ivresse, tout ça, moi, je vis juste pour cette intensité-là, de ces moments-là. Et c'est ça qui est en danger, c'est pour ça que c'est ça que j'ai envie de protéger. Mais donc c'est pour ça que je dirais que j'ai eu peu de crise existentielle parce que pour l'instant, je n'ai pas vécu dans ce mensonge-là et donc à moi-même, je n'ai pas vécu dans ce mensonge-là. Donc je prends des routes qui, intuitivement, sans trop y réfléchir, sans trop me demander pourquoi, sans trop intellectualiser pourquoi, en tout cas me vont plutôt très bien jusqu'à aujourd'hui. Tu sais, ça me fait penser à cette phrase de Nietzsche qui dit « Celui qui a un pourquoi peut vivre avec n'importe quel comment ». Quand j'ai lu cette phrase, j'ai pensé à toi. Ah, elle est belle, je la gardais longtemps. Parce que j'ai l'impression que parce que tu donnes à voir ton pourquoi, tu aides aussi les autres à voir leur pourquoi. Et j'ai remarqué ça parce que j'ai lu les 400 commentaires que tu as reçus suite à ton post sur Instagram pour la publication de Pourquoi on se bat. Ah, trop bien, moi je l'ai même pas lu. Il y avait notamment une jeune femme qui disait merci pour ce que tu es et merci de nous aider à trouver qui nous sommes. Ah, waouh, mais j'aurais lu les commentaires plus souvent, c'est beau, ça m'émeut. Non, c'est vrai que, en tout cas, ce que je reçois au moins 10 messages par jour de gens qui me disent deux choses. Souvent, c'est par où je commence, qu'est-ce que je fais, j'ai envie d'agir, mais je sais pas comment. Et donc, avant, je pouvais être tentée par l'idée de dire, rejoins-nous telle date, à telle action, partage ça, fais dans une forme de verticalité qui pourrait m'arranger parce que ça permettrait de faire grandir la notoriété de nos actions. Bon. Mais en fait, là où c'est le plus puissant, à mon sens, c'est de retourner la question et de dire, en fait, qui es-tu, toi ? Se dire que créer chez la personne qui écoute, justement, cette envie d'aller changer son rapport ontologique au monde. Alors, à la fois, c'est très grand, et ça peut paraître une tâche incommensurable, et en même temps, c'est le commencement le plus puissant. Parce que si on fait ça, alors on n'aura plus besoin d'avoir cette figure un peu autoritaire qui va nous dire quoi faire à chaque fois. On va simplement recréer une forme de puissance
à l'intérieur des personnes et retrouver cette puissance-là, qui est une puissance pas qui écrase, mais qui domine ou qui met en compétition. C'est une puissance spinozienne, une puissance de l'être, quoi. C'est l'idée de se réaliser, de se dire « Tiens, le monde ne m'échappe pas tout à fait. » Pas autant qu'on nous le raconte, en tout cas. Dans cette puissance-là dont tu parles, où on a l'impression en fait qu'on nous a ôté notre puissance d'action, même notre puissance à penser par nous-mêmes, il y a cette reconquête, et cette reconquête, elle passe par un mouvement d'intériorité et de réapprendre à se connaître pour se redéfinir et reconquérir en fait sa puissance. Dans le silence, dans l'écoute, c'est beaucoup dans l'écoute que dans l'écoute des gens. C'est la qualité que j'admire le plus chez n'importe qui que je rencontre. Mais du coup, retrouver cette posture d'écoute, je pense qu'elle est fondamentale parce qu'on gagne beaucoup de temps en écoutant. Et qu'avoir cette humilité de dire qu'on a toujours à apprendre de l'autre, d'une situation, de ce qui se passe. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me rend le plus précise dans mes combats, qui me rend plus assise aussi. Le fait de rencontrer un raffineur d'une mine de Total, en fait, de l'écouter m'a permis de comprendre 1000 choses beaucoup plus rapidement, m'a permis de remettre en cause plein de cases à penser que j'avais qui étaient un peu engoncées et poussiéreuses et qui les rendaient moins puissantes aussi dans ce qu'elles pouvaient apporter au monde, etc., etc. Mais c'est très drôle parce que, tu vois, j'ai l'impression qu'on partage beaucoup la même vision, mais on l'intellectualise pas de la même manière. C'est-à-dire que moi, j'avais un prof qui m'avait dit à Sciences Po, si je dois vous donner un conseil, oubliez-vous un peu. Et moi, j'étais là, c'est le pire conseil que tu peux donner à des jeunes de 20 ans qui, justement, doivent un peu penser à ce qu'ils vont faire, Et je ne comprenais pas en fait, j'ai trouvé ça hyper maladroit et finalement... Je crois que c'est un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné, en tout cas des plus utiles que j'ai jusqu'à présent. Parce qu'il y avait cette chose de... En fait, ça parlait à mon cerveau, c'était un peu fous-toi un peu la paix et ressens quoi. Arrête de te polluer à savoir qui tu dois être, quel chemin tu dois prendre, quelle étude tu devrais faire. C'est plutôt dire, t'es là, tu fais avec. A priori, je vais devoir faire avec moi le restant de mes jours, donc bien falloir... tu vois, je veux dire, il y a des choses que je ne pourrais dépendre de moi, des choses qui ne dépendent pas de moi. Bon, il y a des choses, physiquement, j'aurais un nez toujours de la famille Étienne, on a tous le même nez, qu'est-ce que tu fasses ? Je vais faire avec, je vais pas non plus y passer trop de temps, donc je me fous la paix sur toutes ces choses que je ne pourrais pas changer. Et ça fait gagner un temps, mais monumental, sur toutes les choses qu'on peut changer précisément. Et c'est sur ça que je me concentre. Et j'ai l'impression que passer à l'action, finalement, c'est quand même toujours un immense saut dans l'inconnu. On ne sait pas ce qui va se passer. Et donc, c'est accepter cette part d'incertitude. Et puis, je crois qu'il y a aussi la peur. On va aller vers quelque chose avec notre cœur, mais qu'on ne sait pas. Totalement, et ça je dois à Pablo Servigne, une discussion très belle qu'on a eue. Et en fait, il devait répondre à cette question qui était vertigineuse, c'était comment ne plus avoir peur. Et en fait, il a complètement retourné la chose en disant mais la question est très mal posée parce qu'on devrait comment avoir plus peur. Et moi j'étais là, tu veux dire, c'est-à-dire non, ce serait bien que la peur elle crée l'apathie, elle empêche, tout ça, comment est-ce qu'on plutôt on en sort de cette peur. Il m'a dit non, vraiment. En fait, ce qu'il faut, et là, il a cité Gunther Anders, qui depuis m'a bouleversée, cette idée de dire, en fait, on n'a pas assez peur. On n'a pas une peur à la hauteur des outils qu'on crée qui ont la capacité de détruire tout ce qu'on aime, tous ceux et ceux qu'on aime, vraiment. Et donc, du coup, réhabiliter la peur, c'est une peur qui pourrait être mouvement. Et il dit que justement, la peur, c'est pas l'inverse du courage, mais c'est l'inverse de l'insouciance. Et j'ai trouvé ça très beau parce que quand on dit en fait tu as le droit, ce que ça veut dire là, c'est pas panique, mais c'est tu as le droit d'avoir peur. Et au fond on le sait qu'on a peur. C'est terrifiant le monde dans lequel on vit. Mais ça veut dire voilà cette peur. Laisse-lui la place, laisse-la exister. Elle est saine, elle est normale. Maintenant qu'est-ce qu'on en fait ? Et là, il y a 1000 choses à faire. Et là, il y a l'action qui la rend puissante. Là, il y a l'amour, il y a la paix, il y a tout ça qui, pour moi, cohabite très, très bien avec la peur. Mais c'est pouvoir dire aux gens, je comprends ton anxiété, je comprends tout ça, et c'est normal. C'est pas quelque chose contre lequel tu dois te battre. Tu ne dois pas battre contre ça, tu dois la laisser te prendre, parce que c'est le premier pas vers la lucidité. Et puis en faire quelque chose, ensuite... Là où précisément on peut à la fois avoir peur et avoir beaucoup d'espoir, c'est qu'on est dans une incertitude. C'est-à-dire que tout ce qui se passe est probable, possible, on ne peut pas prédire. Et c'est très beau. Et en même temps, on a une capacité d'action. C'est-à-dire que le monde peut prendre une autre direction. Il peut être autrement. Le GIEC étudie plein de différents scénarios parce que ça dépend des décisions qu'on prend nous maintenant. Ou qu'on fait prendre aux décideurs aussi nous maintenant. Des rapports de force qu'on instaure nous maintenant. Donc c'est très beau finalement. Et c'est pour ça que c'est là-dedans que réside l'espoir. L'espoir, c'est de se dire qu'on a une emprise
sur ce qui se passe, contrairement à l'idée qu'on est impuissant face au scénario qui se déroule sous nos yeux. J'avais l'impression aussi qu'il y a cette idée de sublimer la contrainte en une opportunité. Ouais, exactement. Exactement, c'est joliment dit. Ouais, sublimer la contrainte, c'est-à-dire que d'avoir la lucidité de se dire qu'il y a des choses qui sont en effet des limitantes. Il y a en effet, on joue dans un terrain qui est délimité. On a des limites planétaires. On ne va pas pouvoir avoir plus d'eau potable qu'il y en a. On ne peut pas créer... Enfin, à un moment donné, il faut qu'on comprenne vraiment qu'il y a des réalités physiques, biologiques, chimiques qui sont celles qu'elles sont. Ça, on ne peut pas négocier avec. En revanche, dans ce terrain de jeu, ce qui est de l'ordre de la fiction et qu'on nous présente pour autant comme étant des choses immuables, qu'on ne peut remettre en cause, tout ça, ce sont des fictions sociales. Le capitalisme, le modèle économique en est une. Je dis pas là que c'est... Enfin, le billet de 10 € vaut 10 € parce qu'on décide tous les deux qu'il vaut 10 €. Si je te dis non demain, tu fais quoi avec ça ? Si j'ai des tomates et que tu as besoin de manger et que tu me tends bien, que je te dis non, j'y crois plus. J'y crois plus, ça vaut rien, je garde mes tomates. Tout s'effondre. Tout repose uniquement sur la confiance en des fictions. Des fictions qu'on nous vend comme un réel. Et c'est là où le bas blesse, c'est qu'en réalité, puisque ce sont des fictions, certes, elles ont plein d'implications dans la matérialité du monde, parce qu'on a tous consenti plus ou moins à y croire, mais si on décide de refuser, si on fait ce geste du refus, alors ces fictions-là ne tiennent plus. Et donc précisément, c'est pour ça que j'ai toujours trouvé ça assez inentendable, les discours de dire « Ah mais on est réaliste, c'est comme ça, on est obligé de faire avec, qu'est-ce que vous voulez ?» Le discours que j'ai tout le temps, c'est « J'entends votre urgence, vous êtes impatient, c'est beau, c'est mignon, mais bon, nous, on a des réalités économiques, Et en fait, elles sont pas là, les réalités. » Je dis pas que ça va être facile de changer tout ça, bien sûr. Je sais, beaucoup de travail, beaucoup de bouleversements, beaucoup de réorganisation, beaucoup de temps aussi et d'énergie. Simplement, c'est factuellement possible de faire autre chose. C'est possible de réinventer d'autres fictions. Et il y en a déjà plein qui sont en train d'être écrites ailleurs. Notre espoir à nous, qui est de dire je vais essayer de dérouter un petit peu le monde et de redonner un peu de dignité à notre espèce. Donc ça, c'est un bel espoir. Il est atteignable, il est probable, si on y travaille. Et donc, on en revient aussi à cette phrase du départ de Nietzsche qui dit celui qui a un pourquoi peut vivre avec n'importe quel comment. Et ça serait quoi, toi, ton pourquoi ? J'ai toujours dit, comme je parle comme si j'avais 70 ans. Non, mais je me posais la question, en fait, pour trouver le pourquoi, j'enlève tout. C'est-à-dire que je me dis, qu'est-ce qui reste à la fin, ce dont je vais me souvenir à la fin de ma vie. Si on me demande de tout enlever, de choisir vraiment les choses les plus essentielles, ou si je me dis, tu sais, si tu dois partir sur une île déserte, qu'est-ce que t'embarques ? Enfin, toutes ces questions-là sur vraiment l'essence de l'essence de l'essence, le jus, quoi, de l'existence. Pour moi, c'est toujours, quand je faisais cet effort mental-là, il restait toujours 3 choses. Le beau, des musiques qui m'ont bouleversée, ces moments hors du temps que je peux avoir en regardant une pièce de théâtre, en lisant la beauté des mots. Moi, c'est à laquelle je suis plus sensible. Où je dis, waouh, ok, ça, c'est pour ça, là, maintenant, tout prend sens. Je sais pas quoi, comment, mais ça, là, ça donne du sens à tout le reste. C'est la nature, les moments où je suis dehors, faire partie de cette chose... qui me bouleverse et quand je vois une baleine quand on est sur un bateau c'est con, enfin je veux dire, je suis juste en présence d'une baleine qui est dans l'océan là où je suis avec elle, enfin rationnellement il y a pas non plus quelque chose de fou qui se passe quand on habite le monde ensemble, on se croise, bon, mais en fait là ces rencontres là avec un animal sauvage dans son milieu naturel, c'est le plus beau moment de ma vie. Et l'amour, bien sûr. C'est pour ça que je fais tout, en fait. Enfin, je veux dire, s'il n'y a pas ça, j'aurais trop la flemme. J'aurais trop la flemme d'exister, vraiment. Franchement, je pense que ça ne vaudrait pas beaucoup le coup. Wabi, un documentaire sonore massif, réalisé par Théo Boulanger et produit par Social Calling. Écouter Wabi, c'est un acte militant pour prendre soin de soi et veiller sur la nature. La révolution écologique intérieure ne fait que commencer.